D'abord, comment devient-on aménocal aujourd'hui? Autrement dit, quels sont les critères de choix de l'aménocal? Peut-on le confondre à un chef de village? Et quel est son statut actuel dans le contexte de la décentralisation au Mali? Et quel rôle joue-t-il dans la crise du Nord, dans la résolution de la crise du Nord? Merci. Je dis que mon prédécesseur a pris une de mes questions. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir à quoi servaient les taxes et les impôts que les colonisateurs prélevaient. Est-ce qu'il y avait des activités de développement qu'on donnait aux populations ou bien à quoi ça servait? Merci. Donc, je voulais profiter de la séance des questions pour qu'on lui donne le temps de nous dire un peu quelles sont les évolutions réelles, selon lui, depuis la décentralisation ou la démocratisation dans l'exercice de la fonction d'aménocal et quelle pourrait être aussi l'incidence sur la situation sécuritaire au Mali, selon lui. Dans votre exposé, vous avez un peu montré l'évolution donc, du pouvoir de l'aménocal depuis la période précoloniale à l'heure actuelle. Eh bien, j'aimerais savoir maintenant, de manière concrète, les implications actuelles de la décentralisation sur le pouvoir de l'aménocal. Merci. Ok, je remercie le facilitateur et merci également le présentateur. Vous avez parlé dans votre exposé, au cours de votre recherche, vous avez essayé de passer dans les différentes zones, Mopti, Taoudeni, Gao, ainsi de suite. Mais moi, j'aurais compris que quand on dit l'aménocal, c'était uniquement à Gao, à Kidal. C'était dans cette zone seulement. Donc maintenant, ma question est de savoir, est-ce que les zones hors de Kidal que vous avez sillonnées, est-ce que ces gens ont la notion de l'aménocal? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est également, bon, ça, je voulais juste savoir seulement, c'est pour savoir, j'aurais appris que l'aménocal dans la région de Kidal, ils ont une influence sur la prise de décision des représentants de l'État. Donc maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que ça, c'est une réalité ou pas? Merci, professeur, pour cette documentation. Je pense que c'est un sujet qui a été très, très peu abordé. Donc, il serait intéressant de continuer à documenter cela et surtout dans la perspective historique de voir dans le temps qu'est-ce qui a changé dans son statut et quels sont les éléments nouveaux à chaque étape et même son mode de désignation. Dans un premier temps, c'était quelqu'un qui était choisi pour des faits, des hauts faits de guerre, ainsi de suite. Donc le mode de désignation jusqu'aux possibilités de destitution. Et surtout les décorations et pour quel fait est-ce que pour quel fait ces décorations sont arrivées. Surtout il y a des décorations qui sont même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, hein. L'étoile noire du Bénin, donc c'était une décoration française qui n'était pas seulement pour cette zone-là, ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc voir dans le temps la gestion, les problèmes qu'il gérait au niveau local
Ensuite, au niveau de l'administration, ainsi de suite, c'est juste des indications pour vraiment approfondir la question qui est vraiment très très originale parce que je n'ai pas encore vu d'écrit sur cette question. Alors, le conférencier a dit que l'AMLOCAL se définit comme chef de tribu, chef d'un groupe de guerre. Moi, ma question, est-ce que aujourd'hui, ce mot AMLOCAL n'a pas tendance à perdre son sens ou sa vraie valeur? Parce que moi, j'ai affaire un temps au nord où le mot AMLOCAL était utilisé n'importe comment. Les gens, ils s'appelaient AMLOCAL n'importe comment. Et souvent, dans les familles, le chef de famille, on l'appelle AMLOCAL. Alors, moi, j'aimerais avoir un peu de précision par rapport à ça. Merci. Voilà, moi, ma question, c'est par rapport à l'importance de l'AMLOCAL dans sa propre fraction, dans sa communauté. Parce que j'ai été frappé par la nomination de l'AMLOCAL de Ziforas, en plein conflit, et au moment où c'est sa fraction qui est la plus contestatrice de l'autorité de l'État. Alors, quand il a été désigné, il a été mis en place, il a dit deux choses. Il a fait deux propositions pour le conflit. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il est capable, dans sa propre communauté, d'imposer cela? La première proposition qu'il a faite, c'était que le Mali accepte qu'il y ait un dialogue avec les djihadistes maliens. Alors, est-ce qu'il était capable lui-même, dans sa propre communauté, d'amener les djihadistes de sa communauté à dialoguer? La deuxième proposition qu'il avait faite, c'est qu'on laisse les questions de justice pour l'instant et qu'on aille d'abord à la paix. Alors, moi, c'était très intéressant parce que c'était des propositions qui n'étaient pas acceptées par tout le monde. L'opinion publique n'était pas tout à fait d'accord pour ça. Mais moi, ma préoccupation, c'était est-ce que sa communauté va le suivre par rapport à ces questions? Quel est le poids de l'AMLOCAL aujourd'hui dans sa propre communauté? Voilà, c'est ça ma question. Et avec un peu du recul, je comprends la profondeur de la communication. J'ai essayé de faire une petite analyse personnelle et je voudrais la partager avant de revenir à ma question. L'analyse, c'est que en comparant le contexte historique au contexte actuel, l'enjeu a varié, mais la stratégie est restée identique. Où on peut destituer à tout moment le chef lorsqu'il ne répond pas aux critères ou à ce qu'on attend de lui. Ça, c'est le pont que je peux établir entre ce qui se faisait dans l'histoire et ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, une question. Pourquoi l'étoile noire du Bénin? Pourquoi l'étoile noire du Bénin? Parce que parmi les décorations évoquées, il y avait l'étoile noire du Bénin. Je suis du Bénin, je veux bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai aussi, moi, bizarrement, mon papa fut roi. Il ne vit plus. Et quand vous avez parlé d'un fusil d'honneur, je comprends maintenant parce qu'il tenait tellement à ce fusil-là. Il avait un fusil et j'étais tout jeune, il m'a conté que ce fusil lui a été offert par le colon. Et pour lui, c'était vraiment une valeur. Je comprends à partir de votre communication qu'avoir un fusil à l'époque, c'était un titre honorifique. Je vous remercie. Quelqu'un avait posé la question. Si vous vous souvenez, ce matin, So avait peut-être décrit l'organisation administrative du Mali après les années 60. Et dans l'organisation, il vous avait parlé de tribus et de cantons. Bon, ces structures ont disparu. Donc, directement, c'est le village, la fraction et le quartier. Et ensuite, on monte à l'arrondissement. Donc, si vous voyez notre ordonnancement juridique, vous voyez bel et bien qu'il y a une loi qui fixe les modalités d'administration des villages, des fractions et des quartiers. Mais en ce qui concerne
l'amende locale qui, vous l'avez dit, qui est un peu supérieur aux tribus, parce que c'est lui qui coiffe un ensemble de tribus, mais déjà, au niveau des tribus, on l'avait assimilé en un temps à un chef de tribu. Bon, ça a disparu. C'est comme au sud, vous avez les cantons, les chefs des cantons. Mais la loi n'a pas retenu ces structures comme faisant partie de l'organisation administrative, mais vous avez des survivances. Ce n'est pas seulement au nord où l'amende locale est restée toujours présent dans l'organisation administrative, mais il y a des villages même au sud qui essaient de recréer la notion de canton. Vous allez tout après Kati vers Dio, vous allez parler du chef de canton. Alors que c'est des notions qui ont disparu. Et lors des états généraux sur la décentralisation, c'est des questions qui sont revenues. Par exemple au statut qu'il faut donner aux chefferies traditionnelles. C'est des réflexions en cours. Et d'ailleurs, peut-être ces colloques-là vont nous donner des pistes de solutions. Et certains disent que bon, les chefs des villages n'ont pas d'avantage, ils n'ont pas de signes distinctifs, les têtes ne sont pas couronnées. Tout ça, c'est des éléments de réflexion qui sont en cours. Nous allons peut-être, il y aura des éléments de réponse à travers ces colloques. Parce que non seulement les États généraux en ont parlé, même l'accord de paix en a également parlé. Donc c'est une réflexion qui est en cours. Mais pour le moment, l'amende locale et le chef des cantons, ils n'ont pas de statut d'abord. Même si, au point de vue coutumier, ils ont leur statut dans leur communauté. Et d'ailleurs, comme on le dit, c'est les représentants, les chefs de village, ils sont les représentants de leur communauté auprès de l'administration et les représentants de l'administration auprès de leur communauté, des communautés villageoises. Voilà ce que je voulais dire par rapport à certaines questions posées. Merci. Je remercie beaucoup donc l'assistance des regards particuliers donc sur la communication. C'est vrai que je n'ai pas pu tout dire et on ne peut pas tout dire aussi dans un exposé comme ça. Donc il y a des temps impartis et finalement je suis obligé d'astreindre. Je vais d'abord donner un point de vue général, ensuite je vais commencer à répondre aux questions. Peut-être certains vont se retrouver là-dedans. Donc avant, comme beaucoup donc l'ont compris, l'amende locale, c'est les chefs de la confédération. Et généralement, la société tamashek est structurée de la façon suivante. Donc il y a les chefs de famille. Ensuite viennent donc les chefs donc les chefs de tribus. Et ensuite il y a l'amende locale qui vient. Donc c'est l'amende locale qui est au-dessus de tout. Et l'amende locale donc a eu son pouvoir, comme je l'ai dit, suite à des guerres. Parce qu'en cette période-là, les déserts, effectivement, il y avait beaucoup d'insécurité là. Et pour maintenant préserver, protéger donc la zone, finalement les gens mutualisent donc leurs efforts, effectivement, pour se protéger. C'est dans ces conditions que l'amende locale effectivement, a vu donc son pouvoir. C'est comme ça qu'il a pu obtenir son pouvoir. Ça, c'est la période précoloniale, avant que les colons n'arrivaient. Et c'est celui qui était chargé donc de préserver l'équilibre au niveau de la société. Il est donc le guide, il est le dirigeant aussi politique aussi. Et il se charge de la protection donc des points de pâturage. Comme c'est nomades, c'est des éleveurs. Donc il faut préserver les points de pâturage, il faut préserver les puits, etc., etc. Donc toutes ces fonctions-là, finalement, lui incombent. Mais quand le colon là est venu, finalement, l'amende locale est devenu un auxiliaire de l'administration. Il a été récupéré par l'administration, c'est ce que j'ai dit. Il a été récupéré. Finalement, c'est une façon de diviser pour régner. Et c'est la raison pour laquelle donc, on lui donne des récompenses, hein, etc., etc. Et ces récompenses dont j'ai parlé, c'est pour mieux l'avoir et ces gratifications-là dont je parle, dont j'ai eu à parler, donc l'étoile noire du Bénin, etc. Ça, c'est des récompenses. Ça, c'est généralement celui qui lutte contre les contre-réseaux. C'est lui qui aide à lutter contre les contre-réseaux. C'est à lui maintenant qu'on attribue maintenant ces récompenses-là. Étoile noire du Bénin, médaille d'or, etc., etc. Voilà, parce que ça fait partie de la sécurité même du territoire contrôlé par l'administrateur colonial.
Bon, je commence maintenant par les questions. Comment devient-on aménocal aujourd'hui? Peut-on le comparer au chef de village? Son statut dans la décentralisation, quel rôle joue-t-il dans la crise du Nord? Je pense que ça, c'est les questions d'Yves. Alors, l'aménocal maintenant, il y a aussi, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle la lignée des dignitaires aussi. N'est pas aménocal qui le veut. Généralement, actuellement, l'aménocal est choisi dans la lignée. Vous savez que dans la société nomade, c'est une société aussi qui est hiérarchisée aussi, qui est structurée. Hein? Et c'est parmi, généralement, donc, ceux qui se disent nobles, c'est parmi eux maintenant qu'on choisit l'aménocal. Alors, son statut dans la décentralisation, comme je l'ai dit, toutes ces fonctions ont été récupérées avec la décentralisation, là, avec les pouvoirs déconcentrés de l'État. L'aménocal est devenu une personnalité morale et politique maintenant. Sauf l'État n'a besoin de lui que quand, par exemple, il y a une crise dans la zone, ou quand il y a un mort d'homme, on vient se présenter chez l'aménocal et l'État demande son soutien, généralement. Actuellement, et ce qu'il faut se dire aussi, il y a beaucoup d'aménocales qui se sont appauvris. Quand vous êtes aménocal au départ, ça veut dire que vous êtes influent, vous êtes riche, mais beaucoup se sont appauvris et beaucoup maintenant des gens maintenant de la communauté de l'aménocal, il y a beaucoup qui se sont enrichis. Certains se sont enrichis à travers le commerce, certains aussi se sont enrichis à travers les trafics de tout genre, même les trafics de drogue aussi. Donc il y a certains qui se sont, de sorte que le pouvoir de l'aménocal s'est affaibli. Il devient une autorité morale que politique, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Bon, sa comparaison, peut-on le comprendre au chef de village? Bon, ça c'est le village, ça c'est le milieu sédentaire, et l'aménocal, ça c'est le milieu nomade. Ce n'est pratiquement pas la même chose, même à l'époque coloniale. Dans les territoires nord du Mali, c'est le type d'administration indirecte. Par contre, chez les sédentaires, c'est le type d'administration directe. Ça varie. Hein? Et peut-être maintenant, au niveau des sédentaires, puisque généralement c'est des agriculteurs, là, le chef de village est beaucoup plus influent, même au niveau de sa communauté. Mais l'aménocal aussi est respecté au niveau de sa communauté nomade aussi. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. L'aménocal, je dis, il est beaucoup plus respecté que les autorités décentralisées, que les autorités déconcentrées de l'État. Tout compte fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que il faut demander l'appui, puisque c'est des zones nomades où le taux d'alphabétisation est très faible. L'État doit chercher le soutien de l'aménocal pour le recrutement des élèves à l'école. Ça peut se faire, il peut beaucoup jouer sur sa communauté. Et même en période de crise, on a vu aussi des aménocaliens qui se sont ralliés à leur communauté et qui ont carrément laissé l'État. Donc c'est la raison pour laquelle il est avec sa communauté, tout compte fait. Voilà. À quoi servaient les taxes que le colonisateur prélevait? Bon, ces taxes-là, elles permettent de lutter contre les réseaux. Les réseaux. Hein? Bon, certainement, ces taxes aussi, elles permettent même d'entretenir aussi ces chefs traditionnels aussi. Ce n'est pas exclu. Hein? Oui, il y a tout, l'entretien des pistes, etc. Il y a plusieurs choses. Ces taxes ont été payées par le nomade, mais effectivement, elles retournent dans l'entretien même de ces nomades-là pour mieux les diriger, pour mieux les contrôler. Voilà. Quelles sont les évolutions sur l'aménocal et son impact sur la situation sécuritaire? Bon,
la MENOCAL, avec la situation, même à l'état actuel, à cette période de la centralisation, alors il n'y a pas longtemps qu'il y a un représentant d'une ONG qui est revenu donc de MENACA. Et là, il y a un problème qui se pose. Puisque au niveau, donc, avec la crise de 2012, il y a ce qu'on appelle la nouvelle appellation, les chefs de site et les chefs de fraction. Maintenant, il y a un conflit entre les chefs de site et les chefs de fraction. Si l'ONG qui distribue l'aide et que cette aide-là ne rentre pas entre les mains du chef de fraction, finalement, cette ONG-là est très mal perçue par les communautés locales. Et finalement, le chef de site est accusé. Là, il y a ce conflit. Par exemple, à MENACA, il n'y a même pas longtemps. Et généralement, si le chef de fraction dit à sa communauté, puisque l'aide-là ne rentre pas entre les mains des chefs, s'il dit à sa communauté de ne pas venir au niveau du lieu de distribution, la communauté ne va pas venir aussi. Si, donc c'est pour vous dire le rôle influent, effectivement, du chef dans cette communauté-là. Il faut forcément que l'État compose avec lui. Mais la MENOCAL, effectivement, aussi ne sert pas les vulnérables. Il ne peut pas cerner. Peut-être si vous le donnez, il va distribuer à sa guise. Alors qu'il y a des gens qui sont démunis, qui ont vraiment besoin de l'aide. C'est ça aussi le problème, aussi, le paradoxe. Les implications directes sur le pouvoir de la MENOCAL. Bon. L'État, quelque part, l'État compose avec la MENOCAL. Il y a des cas. Mais c'est des cas où il y a vraiment des problèmes cruciaux au niveau de la communauté que l'État essaye donc de rencontrer la MENOCAL. Comme même les chefs coutumiers, même au niveau donc des sédentaires aussi. S'il y a un problème de mort d'homme, on vient chez les chefs de village pour demander d'essayer de taire cette crise et pour que ça puisse mettre fin. Au niveau des nomades aussi, c'est la même chose. Mais en dehors de ceci-là, pratiquement, la MENOCAL il est presque ignoré. Il est presque ignoré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que peut-être dans le choix du maire, peut-être il faut demander aussi un peu le point de vue de la MENOCAL. C'est très important puisque c'est depuis la base. C'est pas démocratique, mais bon, ça permet quand même de tenir un certain équilibre au niveau de la communauté. Voilà. Est-ce que les zones hors de Kidal, est-ce que les gens sont la notion de la MENOCAL? Oui, la MENOCAL, c'est partout. Vous voyez, bon, avec la crise, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans les rapports de l'évolution entre l'État et la MENOCAL? Avec la crise, l'État est en train de, si vous voulez, de beaucoup se rapprocher du pouvoir de la MENOCAL. Et on a même vu des représentants de l'État assister à l'intronisation de la MENOCAL et même des chefs de quartier, de villages aussi. Ça s'est fait au niveau de la communauté de Kalansar, au niveau de la région de Tombouctou. La MENOCAL de Kidal aussi, le nouveau camp, il a été intronisé aussi. L'État a participé aussi. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans mes recherches, c'est ce que j'ai constaté. Quand il y a une crise, on vient chez la MENOCAL, on lui demande le soutien, et finalement, on lui donne une enveloppe symbolique. Comme pour dire que c'est un rouage de l'administration centrale. C'est des réalités bon, qui sont visibles. Hein. Bon, moi, je parle en tant que scientifique, je ne suis pas, du côté de la politique. Bon, ça, c'est des recherches. De voir dans les temps, qu'est-ce qui a changé dans les statuts, le mois de désignation jusqu'aux possibilités de décoration. Bon, les décorations, là, c'est surtout à la période coloniale. On a pu parler de décoration. Sauf, je n'ai pas dit ça dans mon communication, à la période du général Moussa Traoré, le statut de la MENOCAL a été valorisé. Parce que pour la première fois, on a vu un MENOCAL devenir député. Il est à MENOCAL, il est en même temps députataire à Illi. C'est l'exemple le plus frappant. Donc, sur Moussa, là, la fonction de la MENOCAL a été valorisée. Ça, c'est dans les archives. Hein. Et là, c'est arrêté. Peut-être, certainement, c'est une façon de les récupérer aussi.
Voilà. Est-ce que l'Aménocal n'a pas tendance à perdre sa place? Il ne perd pas sa place auprès de sa communauté puisqu'il est avec sa communauté. Est-ce que l'Aménocal peut amener sa communauté à dialoguer? Est-ce que les poids de l'Aménocal... Oui, bien sûr. Le rôle de l'Aménocal est influent. Si vous ne rencontrez pas l'Aménocal de la localité, c'est que vous risquerez de passer à côté de votre mission. En tout cas, si c'est une mission qui engage l'État, il faut forcément les rencontrer. Il faut collaborer avec lui. Il faut accepter de collaborer. Et il va vous faciliter la tâche. Sa communauté dialogue, oui. Bon, le poids de l'Aménocal dans sa communauté, il est influent. L'Aménocal est toujours influent au niveau de sa communauté. Même si il n'a pas, peut-être, l'État ne tient pas compte tellement de lui, mais il est influent au niveau de sa communauté. Et par conséquent, l'État doit composer, c'est ce que j'ai dit, les pouvoirs déconcentrés de l'État doivent composer avec l'Aménocal forcément. Il doit servir d'interface entre tous ces pouvoirs-là. Le gouverneur doit composer avec l'Aménocal, les préfets ou bien les sous-préfets, et même au niveau des autorités, pour le choix des autorités intérimaires, là, il faut aussi aller voir l'Aménocal et parler avec lui. Comme ça, il vous dira qui doit-on placer, qui peut faire l'objet effectivement de la stabilité dans la zone. Voilà, je pense que j'ai fait un tour d'horizon de toutes les questions qui sont posées. Okay. Voilà, merci.